Salut, c'est Rose. Vous écoutez une nouvelle saison de Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour la fin de la pêche. Pour l'occasion, et parce qu'il est un grand passionné des milieux marins, j'ai demandé à Guillaume Meurice d'être mon invité. Avec ses chroniques, ses spectacles, ses livres, il nous fait réfléchir et rire face à nos propres contradictions. Et on sait qu'on en a beaucoup vis-à-vis des animaux, n'est-ce pas ? On plonge ensemble, pour cet épisode, dans les thématiques qui lui sont chères. La politique, la remise en question des dominations, et donc évidemment la question de nos rapports aux animaux non humains, dont les animaux marins. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs, c'est parti. Des chroniques ultra engagées sur la politique, l'agriculture, la chasse, la fourrure, la corrida et j'en passe. Des podcasts, des livres dont l'un s'intitule « Peut-on aimer les animaux et les manger ?» Guillaume, êtes-vous un dangereux gauchiste, pirate, antispéciste, végano-écolo ? Ça dépend pour qui, tout est une question de perspective, n'est-ce pas ? Pour Pascal Praud, oui. Pour CNews, oui. Pour certains, je ne suis pas assez radical. Moi, je ne me trouve pas assez radical parfois. Mais bon, là, on vient de parler des chroniques. Oui, ça reste des chroniques humoristiques. Même le livre que j'ai fait, j'ai essayé d'y mettre un peu d'humour. Je pense que c'est un bon moyen de pouvoir aborder certains sujets sans être trop moralisateur. Pourquoi vous ne vous trouvez pas assez radical ? Ah, parce que déjà dans ma vie perso, je pense que je pourrais faire plus. Mais bon, on a toujours un jugement un peu dur sur soi-même, c'est normal. Et puis parfois dans les chroniques, quand je réécoute les sons que j'ai enregistrés, je me dis « Ah, j'aurais dû relancer comme ci ou comme ça, j'aurais dû poser cette question-ci à la place de celle-là. » Mais voilà, ça fait partie aussi du processus créatif, faut pas non plus se fouetter. De toute façon, j'en ai fait beaucoup, donc plus on en fait, plus on prend les bons réflexes. Ça me rassure pour mes propres Ouais, mais c'est podcasts. toujours comme ça, quelle que soit la pratique artistique, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a rapproché de, on va dire, la cause des animaux ? Parce qu'elle fait quand même beaucoup partie de votre univers. Ouais, c'est l'éducation, beaucoup. Alors, c'est assez paradoxal parce que mon père est pêcheur, enfin, était un fan de pêche, quoi. Pêche à la mouche, surtout. Donc, je l'ai pas mal suivi. Moi, j'ai jamais trop aimé ça, mais j'aimais bien vadrouiller à côté sans trop taper du pied, sinon je me faisais engueuler. Mais Taper du pied, pourquoi ? bah, je sais pas, il disait non, ça fait fuir les poissons, ça fait Ah des bon ? vibrations dans l'eau si tu tapes du pied à côté. Ah, d'accord. Bon, j'ai toujours eu une propension à faire le con depuis très tôt, donc voilà. Mais c'est quand même grâce à mes parents Enfin, c'est à mes parents que je dois ce regard sur la nature plutôt bienveillant, enfin, une sorte de regard qui est plus basé sur la coopération et la contemplation que sur la prédation. Donc c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal, parce que mon père quand même pêchait, donc techniquement parlant, tuait des animaux qui lui avaient absolument rien demandé. Mais ouais, c'est beaucoup l'éducation, évidemment beaucoup l'éducation. Des balades en forêt avec les parents. Alors cette fois-ci, pas pour aller à la chasse, hein, je vous rassure, mais parents cueilleurs de champignons. Donc j'ai grandi, il faut le préciser, en plein milieu de la campagne, en Haute-Saône, donc voilà, dans les bois, j'étais tout le temps dehors. Donc ça doit jouer aussi quelque part. Je pense, voilà, je dirais l'éducation, pour répondre très longuement à cette question. Ok, donc c'est l'éducation. Et vous avez peut-être une anecdote est-ce qu'il y a eu un déclic chez vous ? Parce que bon, donc vos parents n'étaient pas végétariens, Non. si j'ai bien compris. Ils le sont maintenant, ils le sont devenus... Alors, pas prosélytes, c'est-à-dire qu'ils ils me disent, mais dans les faits, on est végétarien, c'est vrai qu'ils achètent plus de viande, et ça leur arrive, me disent-ils, d'en consommer quand ils vont dans un resto et qu'ils n'ont vraiment pas le choix, qu'il n'y a pas d'alternative, voilà. Mais je pense que j'y suis un peu pour quelque chose, quand même. C'est possible, oui. Ouais, c'est possible. Donc, quel est le déclic ? Quel a été le déclic ? S'il y en a un. Je raconte toujours cette anecdote au Salon de l'Agriculture parce qu'elle est vraie. J'avais interrogé une petite fille qui caressait une vache et je l'avais fait culpabiliser honteusement. Ah oui ? Et je m'en suis servi. C'est pas vraiment un déclic, mais je m'en suis servi en me disant, si je diffuse ce son de cet enfant que je maltraite, j'arrête de manger de la viande. Je peux pas. J'aurais pas pu assumer faire culpabiliser une enfant et continuer de mon côté. Donc c'est pas vraiment un déclic dans le sens où j'avais déjà pris conscience que tout ça n'allait pas. Beaucoup grâce à des discussions avec des amis.
Moi, je suis très sur le côté raisonnement plus que sur le côté émotionnel. Enfin, je trouve qu'évidemment, les vidéos d'L214, ce qu'elles montrent et la réalité est terrible, mais c'est plus à base d'arguments, d'argumentaires que j'ai pris conscience que mon comportement n'était pas le bon. Bah, c'est pour ça que j'en ai fait un bouquin aussi, mais plus on essaye de se justifier, plus on se rend compte que le dernier argument qu'on a, c'est le goût, et que c'est pas vraiment un bon argument pour défoncer les animaux par paquet de 1000, quoi. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Bon, je ne résiste pas à l'envie de vous passer un extrait de cette chronique. Que le salon de l'agriculture, oui, ce sont des enfants également, dont certains voient des animaux pour la première fois. Alors, impressionnés ? Bah ouais, un peu, parce qu'il y en a qui sont quand même gros, il y en a des différents. Est-ce que les vaches, tu les trouves belles là ? Oui. Est-ce que ça te donne envie de manger un bon steak ? Non, pas trop, les voir comme ça. Pourtant, t'en manges du steak ou pas ? Bah oui, j'en mange. Pourtant, c'est le même animal. Oui, je sais, mais quand on les voit comme ça fait pitié, quoi. Ça donne pas envie de les manger. Donc tu vas plus les manger ? Oui, comme ça, je veux plus les manger. Des amitiés ou des rencontres avec des animaux dans votre enfance ou plus tard qui vous ont marqué ? Pas spécialement. Bah, il y a toujours eu des animaux de compagnie. J'avais des chats. Mes parents avaient des chats. J'ai eu un lapin nain quand j'étais gosse. Je suis pas sûr qu'il ait été très très heureux, ce lapin. Bon, je vivais quand même à la campagne. Il pouvait sortir un peu, mais ça devait pas être dingue la vie, la vie que je lui proposais. Après, c'est pas mal de rencontres, comme je parlais tout à l'heure d'aller faire des balades en forêt. Mon père m'amenait au Brame du Cerf. Donc, c'est plus des souvenirs dans la forêt ou aller voir les chevreuils à la tombée de la nuit. Donc, c'est pas vraiment une relation avec un animal. C'est plutôt de l'ordre de la contemplation et de l'attente. J'aime bien le travail, par exemple, de Vincent Munier, le photographe animalier, qui fait un travail sur l'affût, sur l'attente, sur le rythme, sur le seuil, savoir se positionner par rapport à la nature. Lui, il appelle ça être sur le seuil de la nature, savoir se mettre au rythme de la nature. Bon, je pense que n'importe qui a essayé d'observer les animaux sauvages a expérimenté ça. Ça sert à rien de forcer la main. De toute façon, c'est entre guillemets la nature et les animaux qui décident. Même là, je fais encore pas mal de sorties en mer parce que je suis On va en parler. Ouais, je suis un peu engagé sur la cause des cétacés. Et il y a des dauphins dans la baie du Mont-Saint-Michel et parfois on les voit pas et c'est pas grave. Mm. Et c'est l'aventure, la recherche et même la discussion qui se crée sur le bateau qui est intéressante et qui crée un moment intéressant plus que est-ce qu'on a vu ou pas les animaux finalement. Un petit côté humble aussi, non ? Il y a un peu d'humilité à attendre comme ça que les animaux veuillent bien se montrer ou pas ? Oui, ils sont pas à dispo, puis ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal même. Après, on peut s'en servir dans les relations humaines aussi. Ça peut faire écho à nos relations interespèces. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, intra-espèces même, pardon. Et les deux, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous étiez un de ces enfants qui torturent les animaux ? Ah non, j'ai jamais fait ça. Ouais, mais alors, moi, je l'ai jamais fait. J'ai une grande sœur, je l'ai jamais vue faire ça. Et parmi mes amis d'enfance, j'ai jamais vu personne faire ça. Alors, je sais pas si c'est une légende. Bon, je pense qu'effectivement, il y a des enfants qui font ça. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des études là-dessus. Parce qu'il y a les deux côtés. On dit toujours, soit les enfants, ils sont cruels avec les animaux, ils arrachent les ailes des mouches, etc. Ou soit on a l'autre côté où on entend souvent, les enfants, ils adorent les animaux. Parce qu'il y a plein d'histoires avec les animaux et qu'ils ont des doudous en forme d'animaux, etc., etc. Donc je pense que la vérité doit se situer entre les deux, voire un peu des deux. Ça doit être un poil plus complexe, mais je ne sais pas s'il existe vraiment des études sur le comportement. Ça doit être difficile à faire, parce qu'évidemment, il y a beaucoup l'environnement qui fait, l'éducation qui fait. Donc ça ne doit pas être évident de trier les biais qu'il doit y avoir dans tout ça. Mais ça serait quand même intéressant de voir quel est notre rapport, je dirais pas naturel, parce que ça aussi, c'est un terme qui est un peu miné, mais notre rapport peut-être instinctif ou nos premiers rapports avec ce qu'on appelle la nature. Terme qu'il faudrait définir par ailleurs. Mais aussi. Bon. Tout cela est très complexe. Ouais. Alors, est-ce que vous trouvez que la gauche, puisque vous êtes quelqu'un qui est, on va dire, clairement orienté à gauche... Bah, c'est ce qui se dit, ouais. Il paraît. Je sais pas trop. Moi, j'ai l'impression que c'est le reste de la société qui penche à droite, alors... De fait, mon positionnement est à gauche, mais bon, c'est de la relativité, tout ça, encore une fois. Ouais, il faudrait savoir ce que c'est la gauche, d'ailleurs. Peut-être vous avez une définition de la gauche ? Pour moi, c'est un questionnement des rapports de force et des systèmes de domination, une remise en cause des systèmes de domination. C'est pas plus compliqué que ça.
Et alors, du coup, est-ce que vous trouvez que la gauche prend assez en compte les questions animales? J'ai l'impression que la réponse est dans la question. Non, pas du tout, c'est pas mon genre. Non, évidemment non. La gauche est en retard là-dessus, comme elle a été beaucoup en retard sur le droit des femmes pendant des années, et elle l'est encore, je pense d'ailleurs, même si ça s'améliore. On voit vraiment qu'au niveau des droits des animaux et même en règle générale du respect du vivant, il y a encore énormément de choses à faire, en ce qu'on appelle aujourd'hui de la déconstruction. Mm. C'est un mot qui fait un peu peur à la droite, mais c'est un travail nécessaire, je pense, ouais. Et si la gauche le mène pas, je vois pas bien qui va le mener. Donc après, il faudrait définir qu'est-ce que c'est la gauche, où est la gauche, qu'est-ce que politiquement la gauche, ça veut encore dire en France. Bon, là, c'est encore un autre travail, peut-être un travail de sociologue, voire de philosophe. Mais en tout cas, c'est un questionnement intéressant parce que c'est une des structures de domination les plus terribles qu'on peut constater tous les jours dans son assiette ou en se renseignant un peu sur ce qu'on bouffe. C'est assez rapide, quoi. C'est pas quelque chose d'obscur. C'est de moins en moins obscur. Il y a des associations, je parlais de L214 ou 269 Libération Animale, qui font un super taf et qui mettent la lumière sur les pratiques de ce qu'on appelle la production de la viande. Alors déjà, ça devrait nous interpeller. Donc, je pense que celui qui veut ignorer ce qui se passe aujourd'hui, il a de plus en plus de mal. Il va falloir qu'il se bouche les oreilles, qu'il se cache les yeux, qu'il vive dans une cave pour continuer à manger son steak en se disant « Bah non, quoi, quel est le problème? Je ne comprends pas ce que vous me reprochez. » En fait, la vraie question, peut-être pour reboucler avec tout ça, peut-on être de gauche et exploiter d'autres personnes, en l'occurrence les animaux? Est-ce que être de gauche devrait, selon vous, impliquer d'être antispéciste, quoi? C'est-à-dire dans cette lutte contre les oppressions? Ben, j'ai l'impression, après, on est toujours un peu piégé par les mots. Encore une fois, il faudrait définir antispécisme, jusqu'où on va, parce qu'il y a toujours les éternels arguments de, bon, bah, dans ce cas-là, les moustiques. Ouais, alors c'est quoi pour vous antispéciste? Déjà, pour moi, c'est se questionner sur notre rapport de domination aux autres espèces. C'est-à-dire à quel moment il est nécessaire de les détruire et à quel moment il n'est pas nécessaire. Je pense que quand il y a une épidémie de palu et qu'on sait que c'est les moustiques qui véhiculent la maladie, je pense qu'il y a une nécessité. Quand c'est le barbecue familial du dimanche et qu'on peut manger autre chose et que même, si je vais être tout à fait égoïste par rapport à mon humanité propre, c'est meilleur pour la santé, Oui. je pense on peut s'en passer. C'est un rapport, que je parlais un peu de philosophie, c'est un bien grand mot, mais bon, allons-y quand même. C'est un rapport un peu philosophique au monde, dans le sens où si on peut éviter de créer de la souffrance, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi, voilà, c'est ça que quand on est sorti de ce schéma-là, qui est un schéma d'habitude, voilà, on a toujours mangé de la viande, c'est comme ça, dans la famille, c'est comme ça, on n'a jamais remis ses habitudes en question. Quand on commence à le faire et qu'on change d'habitude, on se demande même comment c'était possible avant, qu'on ne se soit pas posé la question et qu'on ne se soit pas dit, mais finalement, pourquoi créer autant de souffrance alors que ça ne m'est pas utile. Donc il y a aussi, enfin ouais, je pense qu'il y a tout ça, il y a pas mal de choses. C'est un terme qui véhicule pas mal de choses. Surtout, c'est un terme qui véhicule pas mal de fantasmes. Alors ça, c'est intéressant pour un humoriste, pour le coup. Et oui. Parce que je me suis amusé il n'y a pas si longtemps à aller parler de véganisme à Sarlat, le temple du foie gras, donc le sud-ouest, le Périgord noir. Et il y a pas mal de gens qui connaissaient déjà même pas le terme. Alors, antispécisme, on n'y est pas. Mais je note quand même que c'est des problématiques qui... Ils connaissaient pas le terme spécisme? Non, C'est ça? même vegan. Vegan, ah ouais, Enfin, ok. pas en général, mais il y a pas mal de gens que j'ai interrogés qui connaissaient pas. Ouais. Ouais. Donc, Donc il a fallu leur il expliquer. faut de la pédagogie, c'est ça. C'est l'art de la répétition, donc j'ai répété. Mais c'est intéressant. En tout cas, je trouve que c'est un sujet intéressant. Même pour des gens qui se considèrent comme spécistes, même en termes de discussion intellectuelle, je trouve que c'est riche. Je reviens sur l'histoire de la gauche. Je connais moi-même pas mal de gens de gauche qui ne pensent pas du tout Ouais. aux autres animaux et qui même me regardent genre mais non, ça n'a rien à voir avec une lutte de gauche. Enfin, c'est autre chose, quoi. Mmh. Donc oui, il y a vraiment quelque chose comme ça, une espèce de tabou, le dernier, voilà. Ouais, parce qu'il y a des gens de gauche qui sont bloqués sur uniquement l'anticapitalisme et qui disent que quand on aura détruit le capital,
ou en tout cas le capitalisme, on va dire, tout le reste suivra. C'est-à-dire qu'on disait la même chose pour le droit des femmes, par exemple. C'est le genre de discours qu'on entend encore un peu, même si c'est un peu moins. Non, non, mais les femmes, vous êtes bien sympas avec vos combats, mais d'abord la lutte des classes, et après, vous verrez, ça suivra. Et on se rend compte que, bah non, non. Il y a des systèmes de domination à l'intérieur de la gauche aussi. Et si on est tout à fait lucide sur ce qui se passe, il faut être lucide sur ces systèmes de domination qui ont tendance à se recréer de toute façon. Quand un individu commence à dire je suis supérieur à vous, bah, on devrait déjà avoir une petite alerte dans la tête et dire ah, attends, pourquoi? S'il y a Qu'est-ce qui se quelqu'un passe? qui se présente, par exemple, à des élections. Voilà. Et qui, oui, oui, non, mais oui, partout. Oui, Ouais. oui, ouais. Les structures verticales, pour moi, sont à combattre. Toutes. Alors justement, on parlait de vocabulaire un petit peu. Hmm. On l'a dit, et tout le monde le sait, vous faites des micro-trottoirs. Ouais. Alors vous allez beaucoup à la rencontre des gens, et si on parle des chroniques que vous faites, notamment sur les animaux, que ce soit la chasse ou l'agriculture ou autre chose, la fourrure, enfin, Hmm. etc. Je sais qu'il y a des mots qui font un effet incroyable aux gens, par exemple viande, Ouais. spécisme, animaux, etc. Ce vocabulaire, pourquoi est-ce que dès qu'on soulève cette question, ça déclenche ces réactions un peu démesurées, voilà. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, il y en a plusieurs. Hein. Moi, je vais pas me lancer. Je vais pas. Si, lancez-vous. Mais non, il y en a une qui est assez rigolote, qui est liée à notre fonctionnement intrinsèque d'être humain. C'est-à-dire que c'est compliqué de devenir végétarien parce que ça nécessite de faire l'effort de se dire bah ouais, j'ai mal agi pendant X années. Oui, ça nécessite déjà de prendre conscience de ça et de l'assumer. C'est-à-dire, moi, j'ai pas toujours été végétarien. Je suis végétarien depuis, je sais pas, une dizaine d'années. J'ai 42 ans, donc ça veut dire que pendant 32 ans, bon, après, on peut enlever les premières années où Oui, vous on n'avez peut pas dire le que j'étais choix. pas responsable et j'avais pas le choix. Mais après, à partir du moment où on considère que j'aurais pu avoir le choix et que j'ai eu le choix, et ben oui, j'ai détruit du vivant pour mon simple plaisir ou par paresse intellectuelle de pas remettre en question ce qu'il y avait dans mon assiette. Et donc ça c'est difficile à accepter. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut faire, dont on fait l'expérience quand on est végétarien ou vegan, c'est qu'il suffit de le dire autour d'une table pour que ça déclenche immédiatement un débat. Et les gens n'entendent pas non merci, je mange pas de viande, ils entendent espèce de salopard de mangeur de cadavres, ce qu'on n'a pas dit. On ne l'a pas dit, même si on l'a... Non, je dis On pas l'a ça. pensé, bien sûr, mais les gens l'entendent et sans doute ils ont raison de l'entendre, mais ça allume en eux une partie de leur cerveau où ils sont pas à l'aise. Et ça c'est moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse quand je fais les micro-trottoirs, évidemment. Mais pour moi, ça me rend optimiste, ça. Ça veut dire que c'est quand même assez rare les gens qui vont dire j'en ai rien à foutre. Les animaux, pour moi, c'est l'équivalent d'une table basse. C'est assez rare d'entendre ça. Oui. Et je pense, je finis là-dessus, c'est que les gens sont beaucoup plus antispécistes que ce qu'ils pensent. Par exemple, les gens, ils mangent pas leur chat. Mmh. Et même d'ailleurs, ils ne mangent pas les chats. Mmh. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que le chat, c'était c'était un animal qu'il fallait pas manger. Donc c'est des structures mentales qu'on a, c'est des habitudes qu'on a. Voilà, ils sont horrifiés quand on mange, que certaines populations mangent du chien, alors qu'à côté de chez eux, il y a un abattoir où on va tuer 10 000 cochons. Donc oui, c'est des habitudes et c'est assez dur de les remettre en cause sans que les personnes se sentent remises en cause elles-mêmes. C'est-à-dire que non, c'est ton habitude que je remets en cause, c'est pas toi et ton être supérieur et suprême et ton libre arbitre. Je questionne juste le fait que tu aies tel ou tel comportement par rapport à tel ou tel discours éventuellement. Après, le fait de ne pas manger son chat ou les chiens, ou même les chevaux, on va dire. Ouais, c'est Maintenant, ça. Le c'est cheval, quand même, c'est au milieu. c'est Voilà. au Le milieu. cheval, c'est intéressant parce que C'est intéressant, ouais. Ouais. Mais ce truc-là, est-ce que ça fait pas partie du spécisme finalement? C'est-à-dire que c'est du spécisme pour les espèces animales autres que humaines, en fait. C'est-à-dire que Ouais. il y a certains animaux qui sont bons à consommer et d'autres surtout pas. Voilà, bon, ça c'est le. Oui, c'est sûr que c'est du spécisme, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'on projette sur les animaux, quoi. Et il y a un truc qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est les individus. Parce que, bon, déjà, on dit les animaux. Les animaux, ça veut rien dire, parce qu'on est des animaux, comme le podcast le dit très bien, et qu'une huître n'a pas forcément le même fonctionnement On ne sait pas, on ne sait pas. voilà, qu'une vache. Donc c'est un peu fourre-tout, mais surtout, moi, j'aime bien raisonner en termes d'individus.
Et les gens voient très bien, il suffit qu'ils aient 2 chiens ou 2 chats ou un chat, un chien, ils voient très bien que ces animaux n'ont pas la même personnalité, que ce sont des individus. Et ça, déjà, c'est plus intéressant. Et c'est plus dur à bouffer. C'est plus dur à tuer et à manger quand on se rend compte qu'un animal a une personnalité. Donc, si les gens ils connaissaient mieux les vaches qui ont elles aussi dans les troupeaux plusieurs personnalités, c'est assez intéressant. Et il y a pas mal d'études qui commencent à voir le jour là-dessus. Je pense qu'ils changeraient leur vision sur cet animal-là, tant qu'ils le considèrent comme un animal débile qui vit en troupeau et qui n'est pas très intéressant, qui n'a pas tellement de capacités cognitives. Ben, c'est moins coûteux émotionnellement de le buter. Et les poules, n'en parlons pas. Et les poules, n'en parlons pas. Et les poissons, encore moins. Ouais. Et les poissons. Alors là, oui. On est au dernier. Là. Ils ne comptent même plus en individus, ils comptent en tonnes. Ouais. L'individu ne compte même plus. Donc si on commence à raisonner en termes d'individus, je pense que c'est plus intéressant. C'est ça. Et ce qu'on peut reprocher d'ailleurs, je digresse un peu, mais ce qu'on peut parfois un peu reprocher aux documentaires animaliers, que moi j'aime beaucoup par ailleurs, et elle a des super chouettes, mais on va souvent entendre... alors évidemment, il y a des comportements typiques des espèces, et c'est intéressant, mais je trouverais ça aussi intéressant d'avoir des documentaires qui nous montrent les personnalités de certains animaux qu'on étudie dans ce documentaire, ou qu'on observe. Alors, vous avez écrit dans votre livre Petit éloge de la médiocrité, un chapitre qui s'appelle « L'être humain, cet animal nul ». Titre que j'adore. Le meilleur chapitre de tous les temps. Bon, est-ce que vous vous sentez animal ? Bon, oui. Oui, madame. Et est-ce que vous pensez que... Enfin, en tout cas, c'est pas ça la question. Je suis pas sûre que tout le monde se pense comme animal. Est-ce que vous avez une explication à ça ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ouais. Ça fait un petit paquet d'années que l'être humain, il essaye de s'extraire de son environnement naturel, de ce qu'on appelle la nature, on va aller plus vite, en essayant de trouver des choses justement qui le démarquent. Alors, il y a eu pas mal d'étapes, il y a eu... la génétique, il y a eu le rire et le propre de l'homme, il y a eu beaucoup de torts causés à la réalité, on va dire, de la part des philosophes, notamment Descartes, et toutes ces théories sur l'animal-machine, que c'est juste un organisme instinctif, qui ne ressent pas d'émotion, etc. Donc on a perdu beaucoup de temps parce que les esprits qui étaient... considérés comme les plus éclairés, c'est le cas de le dire, du moment, disaient non, mais c'est bon... Nous, on est un animal supérieur parce qu'on a la conscience, parce qu'on a des choses que les autres n'ont pas. Puis plus la vraie science avance, plus elle dit « Non, mais si, en fait, vous dites de la merde ». Plus on se rend compte qu'on est juste une espèce parmi d'autres et avec des caractéristiques, comme toutes les autres espèces ont des caractéristiques, avec des adaptations à l'environnement, comme les autres espèces ont des adaptations à l'environnement. Avec peut-être ce qui nous différencierait, c'est un côté prédateur beaucoup plus développé et qui peut aller potentiellement jusqu'à causer notre propre perte. Donc, si on veut vraiment trouver des caractéristiques à l'espèce humaine, elles ne sont pas glorieuses. Alors, on est beaucoup moins un animal supérieur d'un coup. Mais c'est intéressant, c'est beaucoup de la vanité humaine. Ça raconte pas mal de ce qu'on... Moi, je trouve que ça raconte beaucoup de notre faiblesse, en vrai. Pourquoi on essaye de s'extraire ? C'est parce qu'on essaye de jouer les gros bras et de dire non, on va vous dominer. Voilà, c'est nous, on a les plus grosses machines pour labourer. Enfin, il y a toute cette mythologie-là de l'être humain supérieur. Je trouve que, bon, évidemment, c'est dévastateur, hein, mais je trouve que ça note une faiblesse incroyable. Un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse incroyable, quoi. Ouais, de vouloir se protéger absolument, de vouloir dominer, de vouloir maltraiter. Ça fait penser à un caprice d'enfant gâté, quoi. Terrible, hein, évidemment, tragique, hein, évidemment, parce que c'est à l'échelle mondiale et peut-être qu'on ne va pas survivre. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir de la détresse, quoi. De même que quand j'entends les fachos hurler à la fin de leur privilège, ça me fait le même effet. Je me dis, bon, bah ouais, les gars, inconsciemment ou consciemment, ils ont compris que c'était fini, qu'ils n'allaient plus pouvoir faire de la thune comme ils voulaient, ostraciser des gens comme ils voulaient, faire des blagues de merde comme ils faisaient avant, et que c'est terrible pour eux. C'est un monde dans lequel ils ont grandi qui s'effondre, et ils ne voient pas le gain. C'est ça que je leur reproche souvent.
Moi, j'aime bien discuter avec eux. Je leur dis, mais je pense que vous avez vraiment tout à gagner. Hein. Ce que vous pensez perdre, c'est vraiment du gain. Vous avez à gagner d'être plus en harmonie, on va dire, sans faire un discours ouin-ouin, gnangnan, à être plus apaisé, quoi. Voilà, pour reprendre un mot de l'époque. Non, mais plus apaisé avec ce qui nous entoure, pas vouloir absolument... c'est coûteux, quoi, émotionnellement et même physiquement, de chercher tout le temps à détruire, combattre, se positionner au-dessus. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour au final, beaucoup de malheur. Donc, il y a un côté gagnant-gagnant. Ils J'utilise entendent les un mots de peu la ça, Macronie, ouais, mais c'est pas mal. Win-win. il y aura un côté gagnant-gagnant à se calmer. Mais le catéchisme est puissant. Donc, voilà, il faut démonter rouage par rouage ces contradictions, parce qu'il en a un paquet. Et puis, Il y a certaines personnes qui entendent quand vous leur dites ça qui entendent, oui, qui comprennent sans doute aussi un peu. Mais après, ils ont d'autres discussions avec d'autres personnes. Puis c'est pas facile parce que c'est un statut social aussi à remettre en question. Je sais pas, moi, si on est chroniqueur à CNews, mettons, Par je prends exemple. un exemple vraiment tout à fait au hasard. C'est un statut social. Donc, on rentre dans sa famille. Ah, tiens, c'est le mec qui passe à la télé. J'imagine on gagne bien sa vie. On peut faire des bouquins. Donc, c'est pas seulement dire de la merde sur un plateau de télé. Ça s'arrête pas là. C'est occuper une position sociale. Donc, remettre en cause sa propre position sociale, c'est très très dur, quoi. C'est pour ça que moi j'en veux assez rarement aux humains. Je cherche plutôt à changer les structures. J'attends pas d'un chroniqueur de CNews qui démissionne, j'attends pas de Macron qui démissionne, j'attends plutôt que des gens réfléchissent à une manière de faire évoluer la démocratie autrement. On y croit. Non mais oui, de toute façon il n'y aura pas le choix. Peut-être, Parce que ouais. de toute façon, ça va s'écrouler. Ça, on le sait. Donc voilà, soit on y va tout droit, joyeusement, et c'est le chaos général, soit il y aura des gens comme nous qui essaieront de dire attendez, il y a peut-être une autre voie qui est là, et puis on verra. Si on perd, tout le monde perdra. Ce qui est bien, c'est que vous restez toujours sur la logique et en fait, vous démontez les arguments. Enfin, très souvent, vous avez cette capacité à arriver à démonter argument après argument après argument. Pardon. Oui, non mais. C'est pas forcément moi, hein, c'est juste que les arguments ils sont pas solides. Hein. Enfin, je veux pas faire de la fausse modestie, mais souvent les arguments ils sont pas solides. Hein. Donc c'est pas moi, j'ai pas un pouvoir spécial, quoi. Dans ce cas, qu'est-ce qui fait que ça change pas vraiment, à part ce truc de statut social, effectivement, qui est quand même très important. Quand même, quand on est quand même, la plupart des gens sont capables de réfléchir et le font. Et argument après argument, tout ce qui reste finalement, c'est, vous le dites, c'est le goût. Vous l'avez dit souvent, tout à l'heure. C'est le dernier truc. Souvent, c'est le goût. Mais même le goût, est-ce que ça reste ça? Ma question, c'est, est-ce que c'est vraiment la barrière ultime et puis si on enlève le goût, tout va bien? Ou est-ce qu'en fait, il y a quelque chose de plus profond, quoi, qui fait que... Non, c'est les habitudes pour moi, le plus profond. Hein, c'est même pas le goût. Hein, c'est juste que voilà, quand on discute avec les gens, ils vont pas dire je mange de la viande parce que j'ai l'habitude, parce que là, ils se sentiraient cons immédiatement. Ouais. C'est con, non? Si tu fais un truc depuis longtemps mais que c'est nul, arrête. Oui, mais ça revient vachement, ça. On a toujours fait ça depuis la nuit des temps, tout ça. C'est un peu Ouais, le mais truc c'est de pas les l'habitude. premiers trucs qui viennent. Les premiers trucs qui viennent, c'est les trucs les plus rigolos. C'est oui, mais moi, je mange de la viande produite le fameux petit éleveur qu'on a que les gens, ils ont tous miraculeusement à côté de chez eux, qu'ils connaissent, etc. Ce qui est d'ailleurs une justification un peu chelou, mais bon. Pourquoi? Parce que je vois pas comment on peut justifier une maltraitance en disant non, mais je connais très bien la personne qui maltraite. Ça m'a toujours paru. Je vois bien le schéma de pensée. Hein. Je vois bien pourquoi ils disent ça. C'est pour dire, moi, c'est pas de la bouffe industrielle, c'est le petit producteur. Bon, ok. Tu connais Jean-Jacques, quoi. C'est Jean-Jacques qui maltraite, tu lui serres la main toute la journée. Ils sont censés être mieux traités. Je pense que dans leur esprit, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des animaux qui ne sont pas entassés. Sauf que c'est rarement le cas, mais oui. Oui, voilà. Oui, c'est quasiment jamais le cas, évidemment. Mais c'est intéressant. Il faut avancer étape par étape. Moi, aux gens qui me disent ça, je dis bon, ok, alors pourquoi tu n'arrêtes pas de manger de la viande industrielle voilà. Est-ce que tu pourrais ne manger que cette viande-là déjà? Alors souvent, ils disent oui, mais alors dans les faits, c'est compliqué parce que déjà, tu arrêtes toute la viande de supermarché. Tu peux être à peu près sûr. Là, ça devient coûteux en termes de temps, en termes d'engagement. Voilà, c'est un parti pris, quoi. Nous-mêmes, on sait, une fois que tu es devenu végétarien, les réflexes, tu les prends vraiment, je sais pas, en une semaine, quoi. Enfin, c'est très rapide. C'est rapide, ça paraît incroyable, mais en fait, c'est pas si dingue que ça. Et puis même, pour reparler du goût, maintenant, c'est le goût
qui te bloquent. Il y a des simili carnés là maintenant. C'est vrai que c'est assez dingo. Hein. Bon, allez, il y a plein de tests à l'aveugle où les viandards ils disent c'est vachement bon. Ouais. J'ai fait le salon de l'agriculture l'année dernière, je crois, Ouais. à côté d'un stand de viande végétale. Et ils faisaient de la dégustation et tout le monde, il y a 0 personne qui a dit c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est? Tout le monde a dit qu'est-ce que c'est comme viande? Ah, c'est pas la viande. Ah, ok. Et alors, et donc justement, ça les a. Enfin, quelle était leur réaction? Ouais, ils étaient agréablement surpris. Ok. Ouais. Enfin, après, il faudrait demander aux gens de continuer le stand parce que moi, je suis resté 1 heure ou 2, mais j'ai vu personne râler, j'ai vu personne gueuler en disant c'est un scandale. Les réactions étaient plutôt positives. Mais c'est aussi, il faut se méfier de nos propres biais, comme on est un peu. Forcément, on est notre propre référentiel. Au niveau du temps, là, tu parlais des habitudes, tu parlais de pourquoi ça va pas assez vite. On peut considérer que ça va vite quand même. Parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Et que maintenant, au moins, c'est devenu un sujet de société, même si on dit beaucoup de conneries dessus. C'en est un. Donc, ça évolue quand même, je trouve. Hein. Les nouvelles générations, sûrement, vont s'en emparer. Donc oui, c'est toujours. On a toujours l'impression que c'est long quand on milite pour une cause et qu'on voit pas le bout. Mais on peut voir aussi le verre à moitié plein en se disant ça a quand même pas mal progressé. Alors, rien que le fait qu'il y ait un stand de viande végétale au salon de l'agriculture, c'est déjà révolutionnaire. C'est vrai, c'est vrai. Donc bon. Restons optimistes. Non, mais c'est vrai, ça me plaît. Lucide, quoi. Peut-être pas optimiste, mais lucide, en se disant quels sont déjà les progrès qui ont été faits. Et il y en a. C'est intéressant. Je cite beaucoup L214 parce que je trouve qu'ils font un super boulot. C'est que quand ils ont commencé, les gens, ils ont dit « Ah oui, mais c'est dans un abattoir. Ouais, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. » Quand il y en a eu 2, ils ont fait « Ouais, c'est 2 abattoirs. » Quand il y en a eu 10, ça a commencé à dire « Oui, attendez, forcément, ils vont dans les 10 abattoirs en France qui fonctionnent mal et puis ils disent que la viande, c'est nul. » Bon, là, je sais pas, il y en a 200. Là, il y en a énormément. Au bout d'un moment, l'argument ne tient plus. Puis c'est même pas que les abattoirs, c'est les élevages, le système, et bon, le principe même de l'élevage. Mais je veux dire, en fait, dès qu'ils vont quelque part, il y a quelque chose. Oui, donc voilà, ce qu'il fallait démontrer. Et merci de le démontrer comme ça. Alors, on prend la mer. Ouais. Enfin, on va plutôt prendre la piscine, là. Vous êtes passionné de cétacés, surtout les orques. Ouais, c'est vrai. Et vous avez co-réalisé un documentaire que j'aime beaucoup sur le sujet, qui s'appelle Delphinarium Game Over. Alors, d'où vient cette passion et d'où vient cette idée de faire ce documentaire? La passion pour les orques, c'est Blackfish, donc, qui est un autre documentaire, qui est d'ailleurs le documentaire sur les orques en captivité. Alors, je ne sais plus de quand il date, il faudra vérifier les infos. Mais ça une petite dizaine d'années. Ouais, c'est ça, c'est un peu. À peu près. C'est pour ça que ma passion date de quelques années aussi. J'ai complètement découvert cet animal que je connaissais peu, à part dans l'imagerie populaire, le prédateur des mers et tout ce qu'on a bien voulu en dire dans des documentaires avec des musiques très fortes derrière et des mâchoires filmées en gros plan. Mais comme l'orque bute des requins, c'était vraiment le super prédateur. Il y a même un très bon documentaire sur Arte qui s'appelle Super Prédateur. Le titre est vraiment pourri, mais le documentaire est vraiment excellent. Okay. Bref. On Petit conseil en passant. Et j'ai surtout découvert les capacités cognitives de cet animal, son organisation sociale, le fait que ce soit un matriarcat intéressant, que ce soit un mammifère qui ait une ménopause, c'est assez rare dans le règne animal, intéressant aussi, sur la transmission, sur la culture aussi. C'est un animal qui a différentes cultures de chasse. C'est-à-dire ils ne mangent pas la même chose en fonction des régions du globe, donc ils ont des techniques de chasse différentes, donc ils développent des capacités cognitives différentes. Je pourrais faire vraiment 3 heures sur les orques. Ça peut très vite finir en dîner de con. Mais non, pas du tout. Ou vous m'invitez un mercredi en disant « Alors, Guillaume, raconte-nous ». On n'est pas mercredi, tout va bien. Donc, il y a des... Oui, il y a même des pods, on appelle ça des pods, des familles d'orques, qui s'échouent volontairement sur les plages pour aller choper des otaries. Et donc, elles apprennent des techniques pour pas rester bloquées comme des grosses débiles quand la vague s'en va, quoi. Donc, il y a plein de stratégies. Puis, il y a beaucoup d'apprentissage des jeunes. Donc, c'est de transmission. De transmission. Un langage aussi qui est absolument incroyable, riche, dont on ignore tout. Alors, je suis assez pote, moi, avec notamment un bioacousticien qui s'appelle Olivier Adam, qui travaille pour l'instant sur les baleines, mais qui s'intéresse aussi aux orques, qui a plein de disques durs chez lui de bestioles qui font
Voilà, on comprend rien à ce Bravo qu'elle dit. pour cette Alors imitation. ouais, on pourra la mettre en boucle. J'écolocalise, c'est ça. Et ça pose aussi des questions éthiques parce que, bon, bah déjà, il y a comment on les observe, est-ce qu'on les dérange pas en les observant Oui, d'ailleurs, si on comment ils pose des font balises, c'est une galère pas possible parce que quand tu mets un hydrophone dans l'eau, bah, tu captes des sons, mais tu sais pas d'où ils viennent. Donc, il faut être capable d'attribuer un son à un comportement, à un animal, enfin, un animal et un comportement. C'est vraiment très, très compliqué. Et puis, la question ultime que ça pose, c'est est-ce que finalement, ce serait intéressant de savoir ce qui se raconte? Déjà, parce que ça se trouve, c'est nul. Ça se trouve, elles sont débiles. Ça m'étonnerait, mais ouais, On ne pourquoi sait pas. pas, tu vois, on serait hyper déçus. Et puis, est-ce qu'on s'en servirait pas, nous les humains, pour les exploiter encore plus? Tu vois, il faut se méfier aussi un peu de nous-mêmes. Donc, bon, bref, ça pose plein de questions qui me passionnent. Et l'idée du documentaire est venue, je pense, d'une discussion. Enfin, quelqu'un a dû savoir que j'étais passionné par les orques et on m'a proposé de coécrire ce doc qui est réalisé par Stéphane Jacques et qui a aussi réalisé un documentaire sur les poissons qui s'appelle Poisson Passicon, dont j'ai fait la voix off et qui est vraiment un documentaire hyper intéressant sur les capacités cognitives des poissons. Bref, Génial. deuxième petit conseil, deuxième petite digression. Et ça m'a intéressé d'aller voir les orques du Marineland, concrètement, qu'est-ce qu'elles deviennent, dans quel état elles sont, qu'est-ce qu'on leur fait faire. Et puis c'est une tristesse absolue de voir des animaux majestueux tourner en rond. Puis il y a même le bruit, on les entend soupirer, quoi. C'est quand même des animaux qui parcourent des centaines de kilomètres par jour à l'état naturel, qui chassent, qui, oui, comme on l'a dit, quoi, qui dialoguent, qui discutent. Puis là, elles écolocalisent, il y a un mur de béton à 3 mètres, ça leur revient dans la gueule. C'est des animaux qui deviennent muets. Enfin, c'est vraiment triste à crever. Et donc, je me suis bien amusé à écrire ça. Non, enfin, on s'est amusé sur le tournage parce que les caméras cachées, c'est toujours un peu marrant. L'enjeu était pas... En France, bon, la loi a évolué quand même. Il y a une interdiction de reproduction. Il y a toujours un risque, c'est l'aspect scientifique. Donc le risque, c'est que les parcs se disent bah non, on va garder les animaux parce qu'on fait des études scientifiques dessus. Et comme on garde les animaux, il faut les faire bosser la journée parce que sinon vraiment ils se font chier. Et ils vont vraiment sauter sur le bord de la piscine ouais, et se suicider. Donc Ouais. on est obligé, je mets des guillemets avec mes petits doigts que vous ne voyez pas, mais de faire des spectacles. Alors qu'ils appellent plus des spectacles, qu'ils appellent des, je sais pas, interactions ludiques, enfin des conneries quoi. Donc la loi évolue, mais l'enjeu n'était pas aussi fort que dans Blackfish, où Blackfish, vraiment, c'était des humains qui se sont fait buter. Les seuls humains qui se sont fait tuer par des orques sont des humains qui se sont fait tuer par des orques qui étaient captifs. Il y a 0 attaque, et alors ça, aucun scientifique ne se l'explique. Pas d'attaque Non. d'humains par les orques en milieu naturel. Ouais, quoi. au milieu sauvage, ouais. Et pour la petite anecdote, j'ai écrit un roman qui n'est pas encore publié, qui commence par un mec qui est retrouvé mort sur la plage avec des blessures caractéristiques d'une attaque d'orque. Et ce serait potentiellement la première personne à s'être fait attaquer et avoir été tué par des orques. Ça se passe au large de Gibraltar, parce que les orques ont beaucoup d'interactions avec des bateaux là-bas. Ah ah. Elles s'amusent à péter des safrans de gouvernail de bateaux, de voiliers. Ah oui, il n'y a pas Donc, d'attaque toute sur une des humains, mais il y a histoire. quand même des attaques de bateaux. quoi. Ouais, alors c'est pour ça que j'ai pas dit attaque, parce que les scientifiques disent interaction. C'est-à-dire que D'accord. attaque, c'est bien pour le 20h de TF1, parce qu'ils peuvent titrer attaque d'orques, etc. Les personnes qui sont sur le bateau flippent quand même, donc elles considèrent aussi que c'est une attaque. Mais les scientifiques savent pas trop exactement pourquoi elles font ça. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus, mais pour l'instant, l'hypothèse la plus probable serait que ce soit un comportement de jeu. C'est souvent des jeunes qui font ça et elles cassent le safran et après elles s'amusent avec. Les orques, ils ont des comportements parfois incompréhensibles. Il y a des orques du Canada qui s'amusaient pendant 1 an à se foutre un saumon sur la tête. Et donc elles tuaient un saumon, elles se le mettaient sur la tête, puis elles nageaient, puis ça les faisait beaucoup kiffer, quoi. J'allais dire rigoler, mais bon. Non, mais voilà. Et personne n'a jamais su, ça s'est arrêté. Incroyable. Donc personne ne sait exactement pourquoi ils font ça. Peut-être juste ça les a fait marrer. Et voilà. Donc, On parlait des individus, là, c'est vraiment oui. certains individus ont ces Ouais. comportements-là. Et ouais. Oui, C'est- parce qu'il y a pardon, je suis un peu bavard, hein, mais il y a le côté aussi inverse. On a tendance parfois à tellement mythifier la nature et l'animal sauvage qu'on oublie que l'animal sauvage,
il fait de la merde parfois, il se trompe. Il y a des échouages de dauphins qui sont dus évidemment à la pollution sonore ou de la pollution tout court, etc., etc. Mais aussi des dauphins qui se trompent de route et qui s'échouent comme des cons. On l'a tous constaté si on a un chat, on a déjà vu son chat se casser la gueule lamentablement, même s'il est majestueux et tout. Il est très équilibré, ça, mais des fois, les animaux se trompent et ils se vautrent. Ouais, pas l'oublier aussi. Et donc, oui, il faut le rappeler quand même, ce documentaire, c'est vraiment une sorte d'état des lieux des cétacés qui sont détenus par ces parcs marins, notamment en France, mais aussi un peu partout dans le monde. La solution, là, parce que oui, en 2026, ils n'auront plus le droit de les détenir pour faire des spectacles. Si ils n'ont plus le droit de les faire se reproduire et ils n'ont plus le droit d'en acheter. Donc à terme, ça veut dire que ce sera fini. Et donc, du coup, quel avenir pour ces animaux c'est très compliqué ça. Ouais, c'est ça. Parce que pour les orques, par exemple, il n'y en a pas. Il n'existe aucun sanctuaire en ce moment viable pour des orques. La question se pose vraiment en ce moment, c'est vraiment de l'actualité parce que les orques du Maryland pourraient être transférés au Japon. Ouais. Il y a quelques rumeurs assez bien fondées qui montrent que c'est probablement ce qui va se passer. Mais alors, ce qui est difficile à faire comprendre à l'opinion publique, c'est que là, pour l'instant, ce qu'on dit, c'est il faut garder les orques du Marineland au Marineland. Alors que pendant des années, on s'est battu en disant il ne faut plus que les orques du Marineland soient au Marineland. Bon, là, il se trouve qu'elles seraient mieux au Marineland qu'au Japon. Et pourquoi elles seraient mieux ? Parce qu'au Japon, ce n'est pas la même législation et qu'il y a des spectacles beaucoup plus fréquemment. Il y a moins de protection animale, il y a moins de sensibilité là-dessus. C'est un pays quand même qui chasse à la baleine encore sous couvert de recherche scientifique. Bref. Encore une fois, toujours la même astuce. Donc là, oui, c'est vrai que c'est assez difficile quand il n'y a pas d'autre solution. Pour les dauphins, à Bali, il y a un sanctuaire qui a été créé par le fameux Rico Barry, qui était le dresseur de Flipper le dauphin, donc le dresseur repenti. Ça, c'est chouette. Voilà, ouais, ça fait une belle histoire à l'américaine. Voilà, le mec qui se rend compte qu'il a fait de la merde pendant des années et que pour le coup, essaye de réparer ses erreurs en créant un sanctuaire. Alors, c'est plus de l'ordre du symbole. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont tiquer en entendant ça, mais c'est des animaux, les orques du Marineland, c'est des animaux sociaux qui vivent en famille, retrouveront jamais, elles vont pas se faire adopter par une famille. Enfin voilà, il y a pas d'espoir. Dernier truc qu'on pourrait leur offrir, oui, c'est une sorte de retraite dans un sanctuaire. Alors ça pourrait être fermer une baie. Par exemple, il y a un projet à Lipsi en Grèce. Fermer une baie, mais c'est compliqué parce que fermer une baie, c'est du droit maritime. Il faut l'accord du pays, il faut l'accord des autorités justement maritimes. Il y a du droit international aussi qui peut rentrer en confrontation. C'est un merdier juridique pas possible. Ça coûte cher aussi. Mais du coup, le sanctuaire pour les dauphins, il existe bien. Donc, à Bali, pourquoi on ne pourrait pas faire un sanctuaire pour les orques ? Parce que ça serait trop grand, peut-être ? Ouais, c'est des animaux vraiment... très grands. Ouais, immenses. Et c'est des animaux, par exemple, tout bêtement, qui ont perdu l'instinct de chasse, enfin, ils bouffent du poisson mort toute la journée. Et ils sont toujours en état de faim, puisque pour qu'ils fassent les exercices et les saltos arrière, il faut qu'ils aient envie d'avoir la récompense, il faut qu'ils aient envie d'avoir le poisson. Bien sûr. Donc, ils sont maintenus, c'est de la maltraitance permanente. Hein. Ouais. C'est vraiment, quand je disais que c'est une tristesse sans nom, c'est vraiment... C'est révoltant, quoi. Dans quelques années, j'espère qu'on se dira, mais merde, comment c'était possible, ça ? De la même manière qu'on voyait des éléphants dans des cirques. Oui, c'est ça. C'est tous les captifs de zoo. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, il y a moins... Forcément, une orque, il n'y a pas d'expression faciale, donc on est moins... Tiens, on la voit pas faire la tête, mais on la voit tourner en rond. Et comme je disais tout à l'heure, il y a le son, le soupir, ça fait vraiment... Ça fait comme si elle soupirait, quoi. C'est vraiment... Ah ouais. C'est sûr que c'est la difficulté pour beaucoup de personnes avec tout ce qui vient de la mer, en fait. Pratiquement, même les dauphins et tout ça, il y a quand même plus de gens qui ont une sorte d'empathie plus facilement avec les cétacés, on va dire. Alors, intéressant, pourquoi ? Parce que le dauphin, il sourit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai un pote qui est biologiste marin qui m'a dit, mais le dauphin, si tu lui coupes la tête, il continue à sourire. Hein. Et c'est vrai, le dauphin, il aurait pas ce rictus-là, le dauphin. Le dauphin, c'est assez méchant, un dauphin, en vrai. Enfin, méchant, dans notre grille de lecture morale. Enfin, les mœurs des dauphins, il faut lire Fabienne Deltour, là, qui a écrit un super bouquin dessus.
Je sais qu'il y a des dauphins un petit peu violeurs. Ah J'avais ouais, entendu c'est ça. Ouais. Ils écartent une femelle du groupe. Ouais. Non, c'est violent. Moi, ma théorie, c'est que les dauphins, c'est un peu les cousins gênants des orques. Parce que c'est la même famille, c'est Delphinidés. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir ce que disent les orques, parce que j'aimerais bien leur demander, mais qu'est-ce que vous pensez des dauphins? Et je suis sûr qu'elles répondraient à un truc du type, oh là là, ouais, eux, oi, oi, oi. C'est comme t'as des cousins gênants dans les familles, tu sais, oh, oui. Ouais, bah laisse tomber, non, on essaie de pas trop les fréquenter. Le micro-trottoir, nouvelle génération. J'irais même faire chier les orques avec mon micro. Est-ce que vous avez déjà plongé nagé avec des dauphins? Oui, à la Réunion, là. Ouais. Alors, c'est un bien grand mot, nager avec, hein, c'est plus de l'observation. Vous étiez sous l'eau et il y avait des dauphins sous l'eau en même temps. Exactement, ouais, qui passent. Ouais. C'était des longs becs à la Réunion, ouais. Ils sourient aussi? Et ils sourient aussi, ouais. Ouais, c'est assez impressionnant, hein, parce qu'eux, ils étaient vraiment nombreux. C'était des centaines, donc on les voit arriver. Alors, il y a tout un protocole d'observation, évidemment. On fonce pas dessus, on les poursuit pas. L'idée, c'est de se placer sur leur route, de couper le moteur, évidemment, et de se mettre à l'eau et de pas bouger. Et ça peut arriver qu'il y ait des interactions, parce que des fois, il y en a 2-3 curieux qui se détachent du groupe et qui viennent voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là, quoi? Ça vous est arrivé? Non, moi, ça m'est pas arrivé. Mais déjà, rien que de les voir passer, enfin, oui, il y a quand même un côté, je sais pas, méditatif. Majestueux. Majestueux, ouais, c'est sûr. Moi, j'aime bien la plongée pour ça. J'aime bien la plongée parce qu'il y a un côté, de pure contemplation. Puis c'est un autre monde, quoi. Tu te rends compte, la surface de l'eau, c'est infime, et paf, tu bascules. Tu mets la tête sous l'eau, tu bascules dans un autre monde. Je trouve ça génial. C'est dingue. Ouais. Même le snorkeling, hein, pas besoin, je parle même pas. Là, c'était pas de la plongée en bouteille, puisque les cétacés, on peut les observer. Le snorkeling, c'est le fait d'être avec masque et tuba. Ouais, c'est ça. Ouais. Patauger, quoi. Ouais, ils appellent ça snorkeling ou PMT, palme, masque, tuba. Mais c'est juste, tu vas à des 4 et tu mets la tête sous l'eau et c'est génial, quoi. Ouais. C'est accessible. Voilà, il faut être au bord de la mer, évidemment. J'allais dire, c'est comme le riche. Oh, c'est accessible, tout le monde peut le faire. Non, il faut quand même aller au bord de la mer. Calme-toi. Et vous avez aussi ce podcast qui s'appelle Mission Poséidon, pour finir sur la mer, qui est en fait une enquête. Racontez-nous un petit peu ce podcast. C'est une idée que j'ai eue en discutant avec Claire Nouvian, qui est ma présidente et cofondatrice de Bloom, une association qui milite donc pour les océans, on va dire, en général, qui est pas mal ciblée sur la pêche, la surpêche, la pêche industrielle, toutes ces questions-là. Et en discutant avec elle, elle me dit, mais l'énorme angle mort du dérèglement climatique, c'est l'océan. Parce que tout le monde parle des forêts, parce que ça fait des belles images, des forêts qui crament, quoi. Mais l'océan, c'est vraiment, c'est quasi le plus important. Si on ne sauve pas l'océan, on va vraiment, vraiment tous crever. Et en discutant avec elle, je me suis dit, tiens, mais comment on pourrait parler un peu plus de ça. Puis, moi, je suis à la radio, donc j'ai proposé un podcast à France Inter. Moi, ça m'embêtait de faire le même processus que je fais dans mes chroniques, à savoir interroger les gens. Et ça m'amusait aussi de déléguer ça à des enfants, parce que les enfants, ils ont une spontanéité qu'on perd en tant qu'adulte. Forcément, en tant qu'adulte, on comprend un peu plus les rapports de force. Même si on s'en amuse, je sais pas, face à un ministre, t'as ton inconscient qui te dit, t'es dans un ministère, les gamins, ils s'en foutent. Voilà. Donc, j'avais besoin de ces enfants un peu dégourdis qui viennent d'une assoce qui s'appelle les petits débrouillards, donc qui sont déjà un petit peu intéressés par la science, l'environnement, etc. Et on a choisi 10 thématiques qui ont toutes un rapport avec l'océan, évidemment. Mais il y a des choses qui vont... tu vois, le sable, par exemple, qui est une thématique dont on parle assez peu, mais il y a une pénurie de sable, puisqu'il est utilisé beaucoup dans l'informatique, dans la construction, évidemment, encore plus d'ailleurs. Et on se dit, tiens, le sable, il y en a partout. En fait, non, il n'y en a pas partout, surtout du sable de construction. C'est un sable un peu spécifique, donc tu as des plages qui sont complètement laminées, parce que tu as la Lafarge qui arrive avec des gros camions pour les remplir. Donc voilà, et puis après, il y a évidemment un épisode sur les requins qui est un peu plus pédagogique pour essayer de démystifier... Pareil, cette espèce-là, qui n'en est pas une, c'est pas une espèce, les requins. Il y a je ne sais pas combien d'espèces, il y a moins 500, je crois, voire plus, à vérifier. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thématique? L'acidification des océans, et évidemment la pêche et la surpêche. Donc c'est plutôt dans un axe écologique, on va dire. Ouais, écologique, ouais, de compréhension de qu'est-ce qu'un chalut, par exemple. Moi, en commençant
le podcast, j'aurais pas pu définir exactement ce qu'est un chat. Je voyais bien un gros filet, mais je savais pas trop exactement ce qu'il faisait. Maintenant, je sais que ça racle le fond de la mer et que ça prend absolument tout. C'est pas du tout sélectif, que ça remonte tout ce qu'il a pu attraper. C'est-à-dire tous les poissons qui étaient là, Ah qu'ils ouais, soient ouais. poissons ou Quelle que mammifères soit leur marins. taille, quel que soit, oui, poissons, mammifères marins, les coraux, tout. Enfin voilà quoi. Donc ça fait des ravages au fond de l'océan. Alors à un moment donné, ils trouvaient qu'il y avait pas assez, ils prenaient pas assez de poissons parce que le problème c'est que les sols, elles s'enfouissent dans le sable. Alors ça les emmerdait. Ils n'avaient pas les sols, donc ils ont inventé un truc qui s'appelle la pêche électrique, qui était le même principe avec des filets électrifiés. C'est-à-dire que quand le filet y passait dessus, ça faisait une petite impulsion électrique, ce qui fait que la sole, c'est comme un sursaut, quoi. Et frac, hop, elle l'embarquait. Donc vraiment, l'être humain, il est vraiment très créatif loin. dans la destruction. Ouais. Ouais, et il peut mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à imaginer un moyen de détruire. Ouais. C'est ça qui est le plus choquant et le plus cruel dans la destinée humaine. Ouais. Ça a été interdit, la pêche électrique, grâce notamment à Bloom. D'accord. Ouais, à l'échelle européenne. Ouais, voilà. Ouais, donc on a une dizaine d'épisodes là sur plein de thématiques. Ouais, bah super. Non, c'est un très bon podcast, j'aime beaucoup. Ouais, chouette. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Cool. On a 2 questions rituelles. Ouais, je les connais normalement. Ouais. J'écoute. Hein. Ah ouais, super. Ouais, vas-y. Alors, la première, c'est est-ce que vous avez une recette à nous donner? Une recette végane, évidemment. Ou si vous n'avez pas de recette, un lieu où vous aimez aller manger, ou voilà, où vous trouvez. Les deux, je peux faire les deux? Ou les deux, ah ouais, avec plaisir. Les coquillettes au pesto. Alors, le pesto, il y a du fromage dedans. Ouais, mais du pesto vegan. Ok. Il y en a. Ouais. Vous le fabriquez pas, vous, le pesto? Ça peut m'arriver, mais il faut vraiment que j'ai le courage. Mais sinon, du pesto vegan, ça se trouve facilement. Ouais, il y en a dans les magasins bio, notamment, et sûrement dans les grandes surfaces. J'en ai jamais vu. De plus en plus maintenant. Ouais. Et je conseille un lieu à Rennes qui s'appelle le Lapin Noir, qui a ouvert en août et qui a un restaurant de burgers vegan. Très, très bon. Qui est très, très bon. Ouais. Trop bien. Et juste une question sur les coquillettes, vous prenez lesquelles? Les coquillettes sans œufs. Ok. Voilà. N'importe il n'y a pas une marque. Pas de religion. Ouais, non, d'accord. Non, mis à part la coquillette qui est une religion à part entière. Très bien. Je savais qu'il y avait un truc à dire là-dessus. Et alors, est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Sur quelle thématique? Sur tout ce qu'on vient de dire, sur les animaux, sur les poules, les poissons. Non, pas synthétiser, mais est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport aux questions animales? Arrêtons de détruire ce qu'on aime. Très bien. C'est bien, j'ai bien synthétisé. C'est beau. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, chers auditeuristes, j'espère que cette rencontre avec Guillaume Meurice vous aura inspiré et donné le sourire de dauphin. N'hésitez pas à consulter les nombreuses références en description. Si cet épisode vous plaît, je compte sur vous pour le partager sur les réseaux, pour mettre des étoiles dans Apple Podcast ou Spotify, ou des pouces sur YouTube. Et surtout, laissez-moi vos avis et commentaires. À très vite!